Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là aujourd'hui présent. Alors, comme le disait Jean-Marie, aujourd'hui je vais vous parler du système Zinc-MnO2 et en particulier essayer de décrire l'histoire de sa chimie et des différents aspects de cette évolution qui va de la pile Leclanché à la pile alcaline que l'on a maintenant dans le commerce très très facilement. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous... Donc, cette diapo-là, ce n'est pas le plan. C'est juste vous montrer quelques aspects des raisons pour lesquelles on peut considérer que le système Zinc-MnO2 est un système un petit peu particulier et donc exemplaire. Donc, premièrement, c'est le système qui est le descendant le plus direct de la pile de Volta. Donc ça, c'est des choses qu'on verra progressivement dans cet exposé. C'est un système qui utilise des éléments qui sont non toxiques, très répandus, peu chers et facilement recyclables, ce qui n'est pas toujours le cas dans le domaine du stockage électrochimique. Ce sont des systèmes qui, depuis 1866, et donc la pile Leclanché jusqu'à 2021 à l'heure actuelle, des systèmes qui sont l'objet de progrès constants. Il y a toujours des innovations dans ce système, même à l'heure actuelle. Et puis, ça a été aussi un moteur extrêmement important pour différents aspects de la chimie en solution et la chimie des solides, et en particulier le concept d'intercalation qui, pour la première fois, a été décrit dans le système d'intercalation du proton dans l'oxyde de manganèse. Alors, un point très important, à mon avis, c'est ça. Alors ça, je l'illustrerai de temps en temps au cours de l'exposé. C'est un système qui a fortement bénéficié de la standardisation. C'est-à-dire très très tôt, dans l'histoire des systèmes Zinc-MnO2, il est apparu nécessaire que tout le monde utilise le même matériau ou des matériaux équivalents, avec des tests de cyclage équivalents et avec des volumes de cellules équivalents. Donc ça permet des comparaisons extrêmement rapides et des échanges et des comparaisons d'informations et de cyclage entre les laboratoires. Et puis pour prendre un exemple, la pile qui est ici, la pile Rayovac du 1941 et la pile Energiaser 2021 ont exactement la même géométrie, exactement le même volume. Donc c'est très facile de superposer les courbes, qu'elles datent de 1941 ou 80 ans plus tard, en 2021. Les volumes sont les mêmes et les thèses de cyclage sont les mêmes. Ça, je reviendrai sur ça après, un petit peu. Alors, la production de ces batteries est extrêmement élevée, légèrement en croissance encore maintenant. Là, je ne citerai qu'un chiffre. Panasonic vient d'annoncer qu'entre 2000 et 2020, ils ont produit 100 milliards de piles alcalines. Donc, ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants. Ça fait 10 000 batteries par minute. Et en 80% des piles batteries vendues aux États-Unis sont des piles basées sur le système Zinc-MnO2 également. Et puis, il reste quelque chose que je décrirai très, très, très rapidement, c'est qu'en fait, c'est un système qui, malgré tous ces progrès depuis près d'un siècle et demi, est toujours en attente d'une réversibilité, d'être capable de faire une intercalation réversible de protons dans les oxydes de manganèse. Alors, comme je vous le disais, tout commence avec Volta. Alors, je vais décrire la pile de Volta très rapidement ici. Donc, en quoi ça consiste, une pile Volta? D'abord, les ingrédients, c'est une solution acide dans laquelle on fait plonger un barreau de zinc et un barreau de cuivre. Et si on laisse le système tel qu'il est là actuellement sur l'écran, ce qui va se passer, c'est que le zinc va réduire les protons, le zinc va s'oxyder, on produit de l'hydrogène, et puis le zinc passe en solution, les protons de la solution, au contact du zinc, vont produire de l'hydrogène gazeux. Donc ça, c'est la corrosion du zinc au milieu acide. Alors, ce que Volta a fait, finalement, c'est qu'il a connecté le zinc avec le barreau de cuivre, ou le morceau de cuivre, peu importe. Et là, ce qu'on constate quand on fait ça, c'est que le zinc passe toujours en solution, mais les électrons ne sont pas utilisés à la surface du zinc. Les électrons vont plutôt transiter par le circuit que vous venez de créer, et les électrons vont être utilisés à la surface du cuivre, et c'est à la surface du cuivre que l'hydrogène, enfin les protons du milieu, vont être réduits en hydrogène gazeux. Donc ça, c'est le schéma d'une pile Volta. Donc une pile Volta est une pile qui fonctionne uniquement sur un principe de surtension. Quand on mesure le potentiel ici, on a au repos, avec une résistance très importante, on a un potentiel d'environ 0,8 volts, ce qui est prévu par l'échelle des potentiels. Et donc c'est un système qui est uniquement basé sur le fait que l'hydrogène a plus de capacité à être produit à la surface du cuivre qu'à la surface du zinc. Et c'est ça qui est à l'origine du flux d'électrons, c'est ça qui est à l'origine des performances de ces piles de Volta. Alors à telle enseigne que si vous allez à Como, vous avez le musée Volta, puis vous pouvez trouver des cahiers de manip de Volta qui sont affichés, enfin qui sont exposés. Et vous voyez que Volta en fait, a fait des manips avec du zinc et de l'argent. Et il a également fait de la manip avec zinc carbone ou zinc platine. Et en fait, il a toujours eu à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire que le cuivre
n'intervient absolument pas dans la réaction. Ça sert juste de métal qui est ici pour aider à la réaction des protons formant de l'hydrogène gazeux. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, le zinc est toujours consommé, le zinc va toujours s'oxyder, et on produit toujours des bulles d'hydrogène, que ce soit à la surface du zinc ou du cuivre, ou du carbone, ou du platine, ou de l'argent. Et Volta avait déjà noté que la présence et l'accumulation de ces bulles à la surface des électrodes gêne la diffusion des espèces en solution, et c'est ce qui très tôt a été appelé la polarisation de la cellule. Ce sont des cellules qui ont très peu de puissance, et le courant délivré chute extrêmement rapidement. Alors ça, c'était à l'origine de deux aspects de la recherche dans ce domaine-là. Premièrement, chercher des substances qui pendant très longtemps se sont appelées des substances dépolarisantes, c'est-à-dire des substances qui se trouvent à la cathode et qui évitent la formation d'hydrogène. Et deuxième volet des recherches qui ont débuté par ces observations, c'est de trouver des électrolytes ou des méthodes ou des moyens qui limitent l'autodécharge, c'est-à-dire limiter la corrosion du zinc en milieu aqueux. Et toute l'histoire des piles zinc et MnO2 commence ici, en fait. C'est cet aspect bipolaire entre l'électrolyte et le matériau. Alors, très rapidement, dans la littérature, on trouve des choses intéressantes. Donc, dès 1814-1816, il y a M. Zamboni qui propose une pile. Alors, c'est assez marrant, parce qu'en fait, ça ressemble plutôt à une recette de cuisine, parce qu'il prend du papier argenté, qui en fait est le collecteur de courant, il utilise du miel, de l'huile d'olive, donc il y a beaucoup d'ingrédients bizarres ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça sert juste à coller sur le collecteur de courant l'oxyde de manganèse. Donc dès 1814, l'oxyde de manganèse était déjà vu comme étant quelque chose qui était capable de remplacer le cuivre et d'être un matériau, entre guillemets, dépolarisant. Et encore, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est Volta qui avait dit, a priori, d'après cette publication, Volta avait reconnu depuis très longtemps un pouvoir électromoteur très grand à l'oxyde de manganèse. Donc Volta avait déjà testé zinc et MnO2, en fait. C'est la conclusion de cet article-là. Et une trentaine d'années plus tard, donc là on passe plutôt au jardinage, là, parce que là il est question d'un pot de fleurs dans lequel on rajoute de l'eau et d'une terre qui est saturée d'une solution concentrée de chlorure d'ammonium dans laquelle on plonge une lame de cuivre, une lame de zinc. Et donc ce papier de 1844 est la première évocation, à ma connaissance, de l'utilisation du chlorure d'ammonium comme électrolyte. OK ? Donc ça, c'est 14-44. Et ce qu'a fait Georges Leclanché en 1866, c'est qu'il a associé les deux. Il a associé le chlorure d'ammonium et le MnO2. Il a déposé un brevet en juin 1966. Alors le brevet, c'est très court, hein, je ne vais pas le lire avec vous ici, mais c'est juste une colonne dans un journal. Et la pile Leclanché, c'est ça. Donc c'est du zinc, un électrolyte qui est faiblement acide NH4Cl, et ici, à la place du cuivre, on a du MnO2. La réaction est ici. Le MnO2 se réduit en MnOH, ce sont deux solides, et le zinc s'oxyde en zinc de plus. Et en faisant ça, on augmente considérablement le potentiel qui passe à 1,5 volt. D'accord ? Alors d'un point de vue pratique, la cathode, ici, le MnO2 à l'époque était du NMD, c'est-à-dire qu'en fait c'est un dioxyde de manganèse naturel, c'est un minerai, auquel on rajoute du carbone conducteur, parce que le MnO2 est très faiblement conducteur. On a noté qu'il n'y avait pas de dégagement d'hydrogène, donc l'hydrogène, ce n'est pas quelque chose qui est produit, qui puis après réagit avec MnO2, c'est une insertion directe de protons dans MnO2. Et donc il y a un nouveau couple redox qui doit être considéré, c'est MnO2 qui réagit avec un électron, de l'eau, l'eau c'est important ici, pour former l'oxydroxyde de manganèse et dégagement de OH-. Et le bilan global de la pile Leclanché est ici, 1 zinc, 2 MnO2, 1 zinc de plus et 2 MnOH. Et vous avez ici les schémas des toutes premières piles Leclanché qui ont été produites. Alors ce n'était pas pratique à transporter parce que c'était un vase en verre avec une solution à l'intérieur, un barreau de zinc, un vase poreux, du MnO2, un évent à barreau de carbone. Mais toujours est-il que ça a été utilisé pendant très longtemps tel quel, et ça s'est appelé les piles Leclanché, les piles salines ou les piles zinc-carbone, et ça porte encore pour certaines d'entre elles ce nom-là actuellement. OK ? Et à partir de là, et là c'est en fait le plan de l'exposé, c'est un petit peu là qui va commencer, à partir de là, on note une évolution constante dans la façon de concevoir la pile et dans son contenu chimique. Et ça se fait en 5 étapes. Alors, la première étape, à laquelle Georges Leclanché a participé activement, c'est en fait de transformer les piles que vous avez vues dans la diapo précédente avec un bocal en verre.
en quelque chose qui est beaucoup plus facilement transportable, une pile comme ça, et une pile qui a déjà à cette époque-là, donc 1896, exactement le format des piles qu'on appelle les piles D ou les piles LR20 du commerce actuellement. Donc ça, c'est 2021. 1896, ça avait déjà exactement le même format. Et à l'intérieur de ces piles-là, il y a des choses intéressantes. L'électrolyte, c'est du NH4Cl avec un tout petit peu de chlorure de zinc. C'est gélifié, donc ça porte le nom, finalement, ça permet d'attribuer à ce genre de pile l'adjectif pile sèche, puisqu'en fait, il n'y a pas de liquide libre à l'intérieur. Et l'anode, eh bien, en fait, l'anode, c'est le boîtier, c'est le conteneur complet de la cellule qui sert d'anode, et c'est du zinc amalgamé au mercure. Donc ça, c'est la technologie qu'on appelle la technologie type 1. Et il y en a 5 en tout. Alors la technologie type 1, qui est ici en photo, ben voilà un petit peu quelques détails. MnO2, c'est amyrine naturelle. On a 21 grammes de MnO2, 14 grammes de zinc. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que ce sont des piles qui n'ont pas une très bonne balance anode-cathode. Il y a un énorme excès de zinc. Il y a 2 fois plus de zinc que de MnO2 par rapport à ce que la stoichiométrie demanderait pour que la réaction soit complète. L'électrolyte, c'est donc NH4Cl et NCl2, et puis l'énergie densité, c'est environ 40 Wh par kilo. Et ces piles salines n'ont pas évolué avant les années 60. Ça, c'est le type 2. Donc 60 ans pour juste une chose, transformer l'origine du MnO2, passer du minerai à un MnO2 synthétique qu'on appelle l'EMD, c'est de l'oxyde de manganèse électrolytique, qu'on utilise toujours maintenant. Donc ça a donné le type 2. Puis après, le type 3, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est également dans la même période, années 60-70. Tout s'est passé dans cette double décennie 60-70. C'est le remplacement de l'électrolyte qui est essentiellement NH4Cl en ZnCl2. Ça, c'est ce qu'on appelle les piles zinc-carbone ou zinc-carbone-ZnCl2. Et ça, c'est la dernière génération des piles salines qu'on appelle donc le type 3. Puis ensuite, à peu près encore dans la même période, un changement très important, c'est le passage d'un électrolyte salin, légèrement acide, à extrêmement basique, extrêmement alcalin. Ça, ce sont des piles alcalines, avec 2 corollaires à ce changement. Premièrement, le zinc, ce n'est plus l'emballage de la batterie, ce n'est plus le boîtier, mais c'est la poudre. C'est de la poudre qui est un des constituants internes de la cellule, et le boîtier devient un boîtier en acier, qu'on peut donc faire très fin, contrairement au zinc qui était très épais. Et puis ça permet aussi de balancer correctement la batterie. Et vous avez ici presque une bonne concordance entre la capacité de l'anode et de la cathode, ce qui n'était pas le cas précédemment. Ça, c'est type 4. Et puis vous avez ici une énergie densité qui est d'environ 90 Wh par kilo. Et puis récemment, les choses ont encore évolué. En 1996, enfin dans la décennie 90, il y a eu une forte pression politique pour éviter le mercure dans les piles. Donc aux États-Unis, ça s'est appelé le Battery Act en 1996, et il a donc fallu retirer le mercure des piles, ce qui a eu en fait un effet bénéfique, vous allez voir ça après, un petit peu plus tard, je vais vous l'expliquer, pour donner les types de piles de type 5, qui sont celles qu'on a actuellement, avec 145 Wh par kilo et 340 Wh par litre, ce qui n'est pas négligeable du tout. Alors on peut comparer sur un graphique comme ça les performances de ces différentes technologies, type 1, 2, 3, 4, 5, et vous avez ici les décharges, qui se font selon un protocole un peu particulier qui s'appelle le protocole LIF, Light Intermittent Flashlight. 4 minutes de décharge par heure, 8 heures par jour, contre une résistance constante de 2,25 ohms. Ce test date des années 30 et il est toujours actuellement utilisé. Par contre, ça, ce sont des tests qu'on ne fait pas souvent, en fait, nous, classiquement, parce que 2,25 ohms, ça veut dire que le voltage est laissé libre de descendre et l'intensité varie aussi au fur et à mesure que la décharge se produit. Donc ce sont vraiment des tests en utilisation réelle, vraiment. Et puis vous voyez qu'entre le type 1 et le type 5, on a un facteur 4 à peu près en temps d'utilisation. Donc c'est un progrès qui est tout à fait notable et remarquable. À noter que le graphique en noir date d'une publication des années 70 et que j'ai juste eu à reprendre les données Panasonic de 2021 pour le coller dessus, puisque c'est le même test. Même température, pas même régime, mais même résistance, et même manière d'utiliser cette pile. Alors d'où vient ce test en fait, Pourquoi flashlight? Parce qu'en fait le type D, qui est ici en fait, a été commercialisé en 1899 par Ever-Ready pour alimenter les premières lampes torches cylindriques dans lesquelles on avait 3 piles D, comme ça, ici. Donc ce modèle pile D est un modèle, enfin, est
une géométrie de pile qui n'a pas changé. Alors juste pour vous montrer que je ne dis pas n'importe quoi, ça c'est donc la pile D de maintenant, 2021, et ça c'est une pile des années 55, c'est exactement le même volume. Okay, à part que celle-là, elle pèse effectivement 85 grammes et celle-là 150. Donc ça permet vraiment de les comparer. Et cette standardisation a eu beaucoup d'importance. Donc voilà un petit peu le plan de l'exposé que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, première étape, c'est essayer de comprendre le zinc. Quelles sont ses limitations? Alors, le diagramme de Pourbet du zinc ici, potentiel pH, le zinc qui est ici, stable ici. L'eau est stable au-dessus du pointillé, donc on voit très bien qu'il n'y a pas de domaine de coexistence, de stabilité entre le zinc et l'eau. Donc le zinc va toujours réagir avec l'eau, thermodynamiquement. Et ça produira donc toujours de l'hydrogène, ici. Alors le zinc peut se dissoudre sous forme de zinc de plus en milieu acide ou sous forme de complexe hydroxyde ici en milieu très basique. Et dans les milieux ici légèrement basiques, ici, on a formation d'un hydroxyde qui peut être un solide passivant s'il est produit dans certaines conditions. Alors ça, ce graphique-là est vrai dans des milieux très peu concentrés en ions, hein, à part H+, et OH-, bien sûr, mais ce sont des milieux avec des forces ioniques qui ne sont pas exceptionnellement élevées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en milieu très concentré, ce qui est en fait le cas dans toutes les cellules 1-MnO2 ? Alors si on est en milieu très acide, de toute façon, il va se passer ça. Hein. En milieu très acide, on ne peut rien faire, le zinc va continuellement s'oxyder, produire de l'hydrogène et se dissoudre. Par contre, si on est en milieu légèrement acide, en fait, le zinc de plus va pouvoir former des précipités. Okay, en particulier dans les électrolytes aussi concentrés que ça, hein, dans les piles alcalines ou salines, les piles salines, pardon, ici. Donc 30% massique de sel, c'est quand même extrêmement élevé. On peut précipiter des aminochlorures de zinc, des hydroxychlorures de zinc, des hydroxysulfates de zinc. Et là, ça rend la passivation possible. Alors que le diagramme de Pourbet prévoit que non. Et Pourbet n'est pas fait pour ça. Hein. Il est conçu dans des milieux très dilués, avec très peu d'ions libres. Et en milieu extrêmement basique et très concentré, donc très pauvre en eau, l'hydroxyde de zinc et l'ion, le complexe hydroxyle ici, peuvent se déshydrater très facilement et former un solide également ZNO qui rend la passivation possible. Donc ça veut dire que, conclusion, ne jamais utiliser un acide plus concentré que pH 3 ou 4. Enfin, il ne faut pas descendre en dessous de pH 3. Par contre, les électrolytes qui sont concentrés, qu'ils soient faiblement acides ou hautement basiques, peuvent favoriser la passivation. Alors un exemple très simple, hein. Vous avez ici une poudre de zinc, qui vient de chez Duracell d'ailleurs, et cette poudre de zinc, on l'a mis en contact ici pendant quelques jours avec une solution de sulfate de zinc à 2 mol par litre. Le pH est légèrement acide, et au bout de quelques jours, on voit apparaître plein de pics supplémentaires. C'est un hydroxysulfate de zinc qui précipite et qui passive la surface du zinc. Et au bout de plusieurs jours, même plusieurs dizaines de jours, on a toujours du zinc dans le milieu. Or, cette courbe ici, très très connue, qui s'appelle la courbe de Rotelli, permet de mesurer, d'estimer la quantité de grammes de zinc par décimètre carré exposé par jour que l'on perd sous forme d'ions zinc de plus. Et d'après cette courbe-là, le zinc ici aurait dû disparaître complètement au bout de quelques dizaines d'heures. Donc un milieu très concentré, faiblement acide, peut passiver le zinc. C'est d'ailleurs pour ça que les piles salines fonctionnent. Alors la passivation au milieu très concentré, ça peut marcher. L'oxyde de zinc peut être un très bon passivant. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, je vous ai parlé du rapport le RPB qui permet de mesurer, d'évaluer la géométrie ou d'évaluer la capacité de passivation ou de couverture d'un métal au cours de son oxydation. Ce RPB de 2059 prévoit que l'oxyde de zinc peut être un bon passivant. Cependant, le risque de dégagement d'hydrogène dans une cellule qui est fermée, ça pose des problèmes, et donc il faut prendre le maximum de précautions. Et donc il faut également tirer bénéfice d'une autre possibilité qui est la surtension. Donc la surtension, on en a parlé ici, hein. Le zinc a une forte surtension par rapport au cuivre, et puis les surtensions, on les voit très facilement quand on trace les courbes intensité potentielle. En milieu acide, si on fixe un courant, c'est-à-dire en fait si on fixe une vitesse de réaction de réduction du proton en hydrogène, on voit bien qu'il faut appliquer une très faible différence de potentiel, très très faiblement inférieure à 0 sur le platine, beaucoup plus sur le cuivre et encore plus sur le zinc. Ça, c'est le phénomène de surtension qui se voit. Alors pour
justifier des différents métaux qui sont utilisés pour amalgamer ou pour allier le zinc dans les piles Leclanché et les piles alcalines, il est nécessaire de pouvoir quantifier correctement la capacité d'un métal à une surtension vis-à-vis de la production d'hydrogène. Alors ça a été rendu possible. Enfin, on peut le faire de différentes façons, mais il y a une méthode assez connue qui s'appelle la méthode de la loi de Tafel, en fait. Donc la loi de Tafel, qu'est-ce que c'est? Enfin, ça nécessite quoi? Ça veut dire que plutôt que de tracer le voltage en fonction de l'intensité appliquée, en fait, on trace la surtension en fonction du logarithme du courant surfacique. Et ce que dit Tafel, les lois de Tafel indiquent que si la surtension est suffisamment élevée, donc en gros supérieure à 100 ou 150 millivolts, on va pouvoir tracer des courbes comme ça qui vont développer ici un régime linéaire, ici. D'accord ? Donc là, j'ai vraiment symbolisé ça pour le zinc et le cuivre ici. Et puis donc ce régime linéaire, on peut le symboliser de cette manière-là. Donc chacune des droites ici est représentée par cette équation affine avec la surtension A qui est l'intercept ici, B c'est la pente et log de I c'est l'abscisse qui est ici. Donc en faisant ça, ce qu'on peut trouver dans la littérature sur la métallurgie du zinc appliquée aux piles zinc MnO2, c'est qu'on peut utiliser différents paramètres pour comparer les métaux. Et donc, on voit bien que la cinétique de production d'hydrogène sera d'autant plus lente que le potentiel A ici est élevé, ou que l'intensité ici, I0, mesurée ici sur l'autre axe, qu'on appelle le courant d'échange, sera faible. Donc, on peut comparer les métaux de deux façons, soit A, soit I0, sachant que B, en général, la pente, ce n'est pas quelque chose qui est très caractéristique d'un métal. Ce n'est pas une valeur qui est très différenciante. Et en fait, vous voyez ici différentes pentes de Tafel ici pour la réduction de l'hydrogène, la réduction du proton, pardon, et c'est très compliqué en fait de voir des petites différences de pente. Donc il faut mieux se fier soit au I0, soit à la valeur de surtension petit a. Alors si on a la littérature, on peut trouver ces valeurs de A. Alors, premièrement, on peut bien voir que le zinc a une très forte surtension par rapport au cuivre. Hein. Vous avez 1,24 et 0,87 ici, donc ça confirme la pile de Volta et tout ce qu'on a vu précédemment. Et puis on peut regarder aussi quels sont les métaux qui ont une surtension supérieure au zinc. C'est-à-dire que les métaux qui, ajoutés au zinc, vont réduire encore sa capacité à produire de l'hydrogène en présence de protons. Alors là, on n'a pas vraiment de chance, parce que en fait, ce sont tous des métaux très dangereux. En fait. Le thallium, le plomb, le mercure et le cadmium sont des métaux qui, alliés au zinc, vont réduire encore sa cinétique, sa capacité à transformer le proton en hydrogène. Ça, c'est en milieu acide. Et en milieu basique, on voit que l'étain devient un métal qui peut s'allier au zinc, 1,28, 1,20. Donc en fait, l'étain réduit encore la cinétique de production d'hydrogène. Par contre, le cadmium en milieu alcalin peut être abandonné ici parce qu'il a une valeur de A qui devient plus faible que celle du zinc. Donc conclusion de ça, le thallium, le plomb, le mercure, le cadmium sont très bons inhibiteurs de corrosion du zinc. Ça augmente donc la durée de vie en stockage des piles salines en milieu légèrement acide. Mais pourquoi on rajoute ça? C'est essentiellement parce que pendant très longtemps, on n'a pas fait attention à la pureté du zinc, à la pureté de l'électrolyte, à la pureté du MnO2, à la pureté de l'acier qui sert d'enveloppe pour les piles alcalines. Et en fait, ces différents constituants de la batterie contiennent beaucoup d'impuretés telles que le fer, le titane, le cobalt, le cuivre, le nickel, qui accélèrent la production d'hydrogène. Donc, allier le zinc sert à compenser les impuretés des autres constituants de la batterie et le zinc également. Et donc, pour les piles alcalines, il faudra éviter le cadmium et il faudra envisager d'utiliser de l'étain, ce qui se fait maintenant, actuellement, pour remplacer le mercure. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ça, vous avez des résultats ici pour des métaux purs, mais maintenant, quand on rajoute ces métaux au zinc, et même si on rajoute plusieurs métaux au zinc, la situation devient extrêmement compliquée. Alors, quand la situation est très compliquée, il faut prendre des manips très simples. Ça, c'est exactement le genre de manip que j'aime bien. Donc voilà, vous prenez une burette comme ça, avec une ampoule ici. Alors, tout ça est rempli d'eau ou d'électrolyte. Et puis ici, vous avez un bain thermostaté. Et puis là, vous mettez un petit morceau de zinc. Et en fait, le zinc, il va produire de l'hydrogène. L'hydrogène va se concentrer en haut de l'ampoule ici. Puis en fait, le niveau du liquide va monter. Et vous mesurez simplement l'élévation du niveau du liquide dans la burette. Et vous avez le côté d'hydrogène qui est formé. Et la loi de Faraday vous dit que 1 microlitre par centimètre carré par heure, c'est 25 microampères par centimètre carré. Donc vous avez le courant
générés par la réaction entre le zinc et les protons. Alors ces manips-là, ça donne des choses assez compliquées à comprendre. Par contre, à interpréter, c'est très compliqué. Par contre, visuellement, vous allez voir que ça peut s'interpréter. Vous avez ici le volume d'hydrogène dégagé, ici également, et là, vous avez différents métaux. Alors, si on prend juste le graphique du haut, la base ici, c'est le taux de dégagement d'hydrogène du zinc amalgamé avec 1% de mercure. Et à ce zinc amalgamé à 100% de mercure, on rajoute d'autres métaux qui sont indiqués ici en trois proportions différentes, 0,05%, 0,1%, 1%. Alors vous voyez qu'il y a des métaux qui, quelle que soit la concentration, ne sont pas bons du tout. L'antimoine ici accélère la production d'hydrogène. Vous en avez qui sont toujours bons, le bismuth, l'indium ici. Vous en avez ici, comme le thallium, en fait, c'est bon à très faible concentration, mais quand on augmente, ça devient très mauvais. Et puis d'autres, c'est le contraire. Et puis il y en a d'autres, il y a un minimum, comme l'aluminium ici. Donc le fait d'avoir zinc, mercure, plus un autre métal, ça devient déjà très compliqué à extrapoler. Et ça devient encore pire quand on a plusieurs métaux. Vous avez ici du zinc amalgamé avec 1% de mercure, plus de l'aluminium, du plomb, de l'indium. Le volume ici, et ici, c'est la concentration d'un des trois métaux, aluminium, plomb, indium, sachant que les deux autres sont maintenus constants. Et vous voyez que certains métaux, en fait, ont un minimum d'effet vers 0,02% ici, puis après, ça redevient très négatif, tandis que d'autres, comme le plomb, et bien dès que ça atteint son effet maximum, ça conserve son effet maximum, quel que soit le taux rajouté. Donc il est bien évident que ce genre de résultat indique que ça a été pendant très longtemps empirique, extrêmement empirique, et ça l'est parfois toujours. Alors la difficulté se poursuit, puisque si le zinc passe en solution, les ions qu'on a rajoutés, les métaux qu'on a rajoutés passent également en solution. Et vous avez ici l'effet sur le dégagement d'hydrogène en fonction du temps, du rajout dans l'électrolyte de quelques ppm, 1 à 2 ppm de fer, cuivre, nickel, antimoine, arsenic ici. Donc ça montre aussi qu'il n'y a pas que le zinc qui doit être pur, mais il y a aussi tout ce qu'il touche. Et le MnO2 également, qui est de l'autre côté de la batterie, doit également être extrêmement pur pour éviter tous ces effets délétères sur la stabilité et l'intégrité de la pile. OK ? Alors comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on a trouvé le bon alliage, une fois qu'on a le bon pH, comment est-ce qu'on peut limiter encore la réaction du zinc avec l'électrolyte ? En fait, il y a une possibilité, c'est limiter la surface de contact entre le zinc et l'électrolyte. Donc l'idée qui est apparue dès 1895, c'est en fait d'utiliser des containers de zinc qui vont servir d'anode, de collecteur de courant, et c'est dans ce container de zinc qu'on va rajouter tous les constituants de la pile. Mais il ne faut surtout pas qu'on consomme tout le zinc, parce que si on consomme tout le zinc, c'est la pile qui fuit. Donc cette géométrie ici, qui limite la cinétique de l'autodécharge, ça implique d'utiliser très peu d'oxyde de manganèse. En général, on en met 2 fois moins que ce que la stoichiométrie impose, d'où les chiffres que j'ai montrés dans le premier tableau, où on passait du type 1 au type 2, par exemple. Donc en fait, on limite la quantité de MnO2, et si on fait ces deux choses-là, le container et la quantité de MnO2 qui est limitée, c'est ce qu'on obtient, c'est ce qu'on a appelé le type 1, avec ici un container de zinc qui est amalgamé avec du mercure. Alors tout ça, ça a des conséquences, parce que la cinétique de la réaction est fortement limitée, donc les courants sont faibles, les puissances sont faibles. On a limité fortement l'énergie densité également, puisqu'on a très peu de MnO2 par rapport au zinc. Et puis NH4Cl dans l'eau, c'est un électrolyte qui a tendance à être utilisable dans une gamme de températures relativement limitée, en fait, contrairement aux électrolytes alcalins qui permettent des décharges jusqu'à moins 20, moins 30 degrés, ça, ce n'est pas le cas. Donc le choix d'électrolyte fait que la gamme de températures dans laquelle on peut utiliser une pile saline est très limitée. On ne peut pas descendre trop bas. Et puis rajoutons également que si on a un peu d'hydrogène qui se dégage quand même, il faut rajouter un évent, mais il faut que l'évent soit conçu de manière intelligente, parce qu'il ne faut surtout pas que de l'air pénètre dans la batterie, parce que l'oxygène accélère la corrosion du zinc. Donc voilà, le type 1, c'est ce qui a été commercialisé pendant 60 ans, de 1900 à peu près à 1960. Alors pour voir l'évolution après, il faut s'intéresser à la cathode. Donc la cathode, c'est du MnO2, et pendant très longtemps, on a utilisé du NMD, donc Natural Manganese Dioxide, qui est un mélange de plein de phases différentes.
Les phases avec des tunnels 2 sur 2, c'est des alpha, MnO2. 1 sur 1, c'est la pyrolusite, MnO2. Des tunnels 2 sur 1, c'est la ramsdellite, MnO2, sachant que c'est celle-là qui est la plus active dans les piles 1 MnO2. Et c'est utilisé pas que pour les batteries, hein. On en produit à peu près 20 millions de tonnes par an pour utiliser comme catalyseur ou comme pigment également. Alors bien sûr, suivant l'origine de ces MnO2, en fait, les puretés sont différentes, les cristallographies sont différentes, les tailles de particules sont différentes. Et donc pendant très longtemps, ça a été un problème. Et donc il est très rapidement apparu qu'il fallait produire des poudres plus pures, chimiquement, et cristallographiquement, plus denses, plus conductrices, et donc en général mieux contrôlées. Donc on s'est tourné dans les années 20-30 vers une technique de synthèse chimique, donc oxydation du manganèse 2 par le peroxydisulfate. Alors ça permet d'éliminer la phase alpha, donc on a souvent des mélanges bêta et ramsdellite ici. Donc la pureté chimique est mieux contrôlée à partir du moment où on contrôle mieux la provenance des réactifs. Le contrôle structural et textural est amélioré. Par contre, c'est une technique qui est assez coûteuse et c'est très compliqué de faire ça en continu parce qu'il faut faire ça presque à ébullition et c'est assez compliqué de faire ça en continu. Donc il a fallu se pencher vers un autre processus qui est le matériau qui est utilisé actuellement dans toutes les piles alcalines et toutes les piles salines. C'est l'oxyde de manganèse EMD, donc électrolytique manganèse dioxide. La réaction est ici, un oxyde du manganèse 2 en gamma MnO2, c'est l'autre nom du EMD, c'est le gamma, et on réduit de l'eau. Alors, ça a été proposé dans les années 20, le principe, et l'industrialisation au Japon a commencé dans les années 50. Alors, on a produit 420 000 tonnes par an à peu près actuellement. 95% de la production, c'est pour les piles ou les batteries. Pour les piles alcalines ou les batteries lithium primaires, pour les piles salines ici, mais également intéressant, c'est que c'est le principal réactif pour produire Li-Mn2O4. Et donc ça, sur les 3 secteurs, c'est celui qui est en plus forte progression. Là, ça a 47% juste en un an. La pureté de ce matériau, on fait un réactif de choix pour des oxydes mixtes ou ternaires, très purs également. Et donc ça permet de contrôler très finement la pureté élémentaire et la texture du matériau. Vous avez ici une donnée analytique de chez Mitsubishi. Vous voyez que fer, cuivre, plomb, vous avez ici des taux qui sont extrêmement faibles. Et la quantité de MnO2 actif peut atteindre 92 ou 93%. Alors ça, c'est bien, ça, mais il y a une difficulté, c'est que structurellement, c'est très compliqué, les gamma MnO2. Alors beaucoup de gens ont travaillé sur ça. Alors j'en ai cité que quelques-uns, De Wolf, Rucci, Chabre et Pantier. Donc c'est une structure qui est très complexe, une intercroissance de domaines pyrolusite ici, bêta, et de domaines ramsdellite ici, avec des lacunes en manganèse, avec des oxygènes qui sont remplacés par des hydroxyles, et puis de l'eau structurale également. Donc c'est extrêmement compliqué de décrire ça de manière juste simple. Et la difficulté, c'est que tous les paramètres que je viens de citer, donc degré d'oxydation, le taux d'hydrogène, etc., la structure, la texture, tout ça dépend de la manière dont on fait l'électrolyse. Donc l'électrolyte lui-même, la température, le pH auquel on le fait, l'intensité du courant, est-ce que c'est un courant continu ou pulsé, est-ce que c'est une anode en titane ou en carbone, le temps de synthèse, enfin, etc. Et en fait, là, dans les années 60, fin 60, début 70, il s'est avéré que standardiser les échantillons était une priorité. Si on voulait, à cette époque-là, progresser dans ce domaine-là, il fallait être capable d'avoir accès au même échantillon, avoir une gamme d'échantillons limitée, mais tous parfaitement caractérisés. Et donc là, il est très important de citer ce monsieur qui a travaillé énormément sur les piles salines et alcalines. C'est Akiya Kozawa, qui dans les années 70, début 70, a créé l'IBA, qui en fait s'appelle International Battery Material Association. Et dans le contexte de l'IBA, avec son collègue Jaeger, il a créé une banque de données de matériaux MnO2, qui s'appelait à l'origine International Common Samples, et maintenant ça s'appelle les échantillons IBA. Et dès 1973, il y a un catalogue comme ça qui était paru avec International Compound 1, 2, 3, jusqu'à 13. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et vous pouviez commander 1 kg ou 500 grammes de ce matériau. Chacun de ces matériaux était parfaitement caractérisé, reproductible, tout était identifié, tout était analysé, et tous les laboratoires du monde pouvaient avoir accès aux mêmes matériaux. Et ça, il est évident maintenant, avec le recul, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui ont étudié cette histoire-là,
c'est que cette philosophie positive en fait, d'échange d'échantillons et donc d'échange d'informations de retour sur le cyclage, sur les caractérisations, c'est certainement pour ça que les piles chlorure de zinc et alcalines se sont développées aussi vite dans les années 60-70. Donc ça, je tenais à le dire, ça c'est très important. Quand je dis que c'est exemplaire, le système MnO2, là il y a peut-être quelque chose à tirer de cette histoire-là également. Alors M. Kozawa a fait plein de choses, et entre autres avec ses collègues Jäger, Powers, etc., donc Kordesch en Autriche, Brenet en France, beaucoup de gens ont étudié l'insertion de protons dans MnO2, et c'est là qu'est née l'idée d'un mécanisme qui à l'origine s'appelait le mécanisme proton-électron. C'est-à-dire qu'en fait on insère en même temps un ion et un électron. C'est ce qu'on appelle maintenant l'intercalation. Et le concept même a été proposé en 1946, et le schéma qui est ici, de Kozawa, date de 1966. Donc l'intercalation de protons dans MnO2 a été déterminée, montrée expérimentalement à cette époque-là. Alors c'est une réaction qui a un intérêt d'un point de vue application aussi, parce que si on met un proton par MnO2, on a 300 mAh par gramme, ce qui est quand même notable. Et si on poursuit l'insertion jusqu'au bout, en fait, on a une phase qui s'appelle la groutite alpha-MnOH. Alors, ce mécanisme d'insertion est monophasé. Il est très important d'avoir accès à une quantité d'eau minimale pour que la réaction puisse avoir lieu. Et cette réaction monophasée implique donc une évolution du potentiel qui suit un logarithme du produit sur le réactif. Et donc, c'est une courbe de ce type-là. Voilà. Cette courbe ici a été tracée par Kozawa aussi. C'est une représentation extrêmement schématique. Vous avez ici une première étape dans la réduction du MnO2 en MnOH, c'est une courbe en S, donc une courbe sigmoïde, si on se place à pH constant. Et puis ici, vous avez une transition vers un système biphasé MnOH et MnOH2, qui est une des réactions qui peut se produire du côté en fin de réduction. Et puis grâce aux matériaux qui étaient standardisés, en fait, et ben voilà ce que ça donne. Dans cette époque-là, on a pu comparer exactement dans les mêmes conditions du MnO2 naturel, chimique, électrolytique. Et vous voyez que la courbe de décharge ici montre le point d'inflexion qui est ici, 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 ici. Et nettement ici, les capacités augmentent quand on va du naturel MnO2 au MnO2 électrolytique. Mais on voit aussi autre chose, c'est que le potentiel ici au repos, c'est la courbe pointillée, et le potentiel ici sous courant. La polarisation qui est ici diminue quand on augmente ici, enfin quand on va vers le haut. Et on note que l'EMD a premièrement une meilleure capacité, une polarisation beaucoup plus faible. Et une des raisons pour lesquelles l'EMD a été utilisé, pourquoi tardivement, ça je pourrais vous l'expliquer peut-être un petit peu plus tard, mais les courbes qui sont à droite ici justifient pourquoi l'évolution du potentiel, l'augmentation de la capacité et la baisse de la polarisation fait que l'EMD qui remplace le MnO2 naturel, c'est ce qui a donné lieu à l'existence de la technologie de type 2, avec une meilleure ancienne énergie et une meilleure puissance. Donc ça, c'est 1960. Donc il a fallu une soixantaine d'années pour passer du type 1 au type 2. Alors ça, c'est la partie, je dirais, la partie simple. Parce qu'en fait, dans les années 80, il y a des gens qui se sont amusés à regarder quels étaient les produits de réaction du MnO2 quand on insère des protons dedans. Et en fait, je ne vais pas décrire ces graphiques-là de manière extrêmement précise, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas que du MnOH qui est produit. On produit aussi du Mn2+, et on produit aussi une phase spinel ZnMn2O4. Et la vitesse à laquelle ces phases apparaissent et les proportions de ces différentes phases en fonction ici du taux de décharge, ici. Donc ici, vous avez une décharge complète à un électron, c'est l'EMD qui marche très très bien. Vous avez ici une quantité de Mn2+, beaucoup plus importante, énormément de spinel, et puis ici le Mn2+, évolue de cette manière-là, avec très très peu de spinel et essentiellement du MnOH. Donc on a plusieurs matériaux qui peuvent donner plusieurs produits des réactions, sachant que le seul produit de réaction qui pourrait permettre d'envisager une réactivité réversible, c'est MnOH. Donc d'où l'intérêt dans les années 80 d'étudier cette réaction, et d'essayer de voir pourquoi MnOH est produit, mais pourquoi parfois on produit d'autres choses dans une batterie de type zinc MnO2. Alors la première question, on peut y répondre en regardant le diagramme de Pourbet. Le diagramme de Pourbet qui montre, contrairement au zinc, qu'il y a une zone de
de coexistence entre MnO2 et l'eau. MnO2, c'est stable ici, dans cette partie-là, et l'eau, c'est stable dans la partie qui est en bleu ici. Et quand on réduit MnO2, il est clair qu'en milieu acide, on produit du manganèse de plus. Si on est en milieu légèrement acide, un petit peu plus basique ici, en fait, on produit du MnOH. Et puis il y a également l'existence de ce point ici, qui est un point de dismutation, qui est une réaction équilibrée. Donc MnOH se dismute en MnO2 qui peut devenir actif et produit du Mn2+. Ça, c'est ce qui explique pourquoi on a parfois une évolution un peu étrange du Mn2+. Il a plusieurs origines possibles. Et puis on peut voir aussi qu'on peut avoir une transition entre une phase MnOH et une spinelle, Mn3O4 ici. Donc ce diagramme de là explique beaucoup de choses. Cependant, la spinelle, comprendre son origine, c'est intéressant, mais d'autant plus que MnOH, c'est du manganèse plus 3, et la spinelle conforme, c'est également du manganèse plus 3. Donc on ne peut pas se fier uniquement à cette réaction-là, qui est une réaction de réduction ici. Il faut expliquer comment MnOH peut donner ZnMn2O4. Ce n'est pas une réaction redox, c'est une pure transformation de phase avec un manganèse qui reste plus 3. Donc là, pour comprendre ça, en fait, il faut revenir sur des considérations structurales intéressantes. Vous avez ici la phase Ramsdell, tunnel 2 sur 1, et puis quand on insère un proton par manganèse, on a également une structure qui est maintenue. Mais vous voyez que la géométrie ici des canaux a légèrement changé, et donc on assiste à une distorsion. Et cette distorsion vient du fait qu'on passe du manganèse 4 à 3, et ça, c'est l'effet coopératif Yann-Teller qui fait que la structure change légèrement. Ça veut dire aussi que quelque part entre MnO2 et MnOH, on peut intercepter une phase qui est la phase limite, entre guillemets, la phase où on s'arrête à H0,5 MnO2, donc du manganèse 3,5, et cette phase s'appelle la phase Groutellite, et à partir de cette phase-là vers MnOH, c'est là que commence la distorsion. Et au début des années 2000, pendant sa thèse, Romain Patrice, c'est un plaisir de citer ce travail-là, parce que c'est un travail qui est remarquable dans le sens où c'est basé sur des manips extrêmement simples. Il ne faut pas croire que faire des manips simples, c'est simple en fait. Il faut vraiment avoir compris le problème pour concevoir ces manips simples. Ce qui a été montré, c'est qu'en fait, entre cette phase-là et cette phase-là, en fait, ici, si on a beaucoup de zinc dans le milieu, on peut assister à un échange entre le proton et le zinc, et on peut avoir aussi une réorganisation des ions manganèse et des ions oxyde pour passer d'un réseau de ce type-là à un réseau de type spinel. Et ça peut se faire naturellement. Ça peut se faire sans chauffer. Ça, c'est expérimentalement montré. Et le problème, c'est que cette phase-là est une phase bloquante et qu'elle n'est pas réversible vis-à-vis du proton, bien sûr. Il n'y a plus de proton là-dedans. Donc on perd du manganèse. Et ce mécanisme, d'ailleurs, avait été proposé également dans un autre contexte dans les années 90 par Takere, où il avait inséré 0,5 lithium par MnO2 dans le même type de phase, à la phase Ramsdellite, et en chauffant un tout petit peu, on arrive à fabriquer la phase spinel. Donc ça rend le système quand même assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses, le pH change, les concentrations changent, et puis en fait on peut avoir aussi des produits de réaction qui sont inattendus et que l'on voudrait fortement éviter. Alors maintenant, la dernière évolution, qui concerne les types 3 et 4 et 5 d'ailleurs, c'est lié à l'électrolyte. Donc pour comprendre ça, il faut essayer de voir ce qui se passe au niveau de la batterie complète. Là, on n'est plus en train de regarder juste la cathode. Vous avez en haut à droite la batterie, une pile complète ici. Et là, ce qu'on regarde ici, c'est un petit bout ici. Donc il faut bien avoir en tête que le MnO2, quand on forme MnOH, produit des OH-. Donc de ce côté-là de la pile, à l'intérieur de la pile, le pH va augmenter. Et de l'autre côté, on va produire du zinc. Et le zinc se complexe assez facilement avec des molécules d'eau, mais ce complexe aqueux est acide, avec un pKa d'environ 9. Et ce complexe aqueux va donc ici, localement, faire baisser le pH. Donc dans une pile, c'est beaucoup plus compliqué que le lithium-ion en fait. Dans une pile zinc MnO2, on va avoir des changements de pH dépendant de là où on se trouve sur l'épaisseur, sur le diamètre du bloc de MnO2. Et l'électrolyte est ici. Et ce qui se passe, c'est que ce gradient de concentration ici en ions H+, et OH-, associé à l'existence ici d'un milieu extrêmement riche en ions Cl- et NH4+, et donc NH3 également, il y a quelque part une zone où on peut précipiter assez facilement un précipité qui est très dense, qui est un aminochlorure de zinc. Donc vous avez ici un schéma qui représente la solubilité, puis avec la gamme ici de pH où il est le moins soluble.
Et ce précipité, cet aminochlorure de zinc, bloque les échanges d'ions à l'intérieur de la cathode. Alors ça va avoir des conséquences, c'est que ça va empêcher les ions zinc et proton de diffuser vers l'intérieur de la cellule, ça va empêcher les ions H- de se déplacer dans l'autre sens, et ça va créer des gradients de concentration, et la concentration en zinc va augmenter ici, la concentration en OH- va augmenter ici, ce qui veut dire qu'en fait les potentiels redox du zinc et du MnO2 vont se déplacer, il va y avoir une polarisation qui va apparaître avec une chute du potentiel de la batterie. Alors ça se mesure. Hein. Vous avez ici la polarisation qu'on appelle la polarisation de concentration, et vous avez ici, au bout de 3 heures de décharge, vous avez ici le potentiel qui a monté de 600 millivolts ici à cause de l'accumulation de l'oxydant du couple zinc de plus zinc. Et de l'autre côté, ça change aussi un petit peu, mais beaucoup moins ici. Donc globalement, 600, 100, on perd 700 millivolts à cause de ces gradients de concentration qui ne peuvent pas s'équilibrer. Alors l'intérêt de changer d'électrolyte est là. L'intérêt de passer de NH4Cl à ZnCl2, c'est qu'on passe d'un précipité aminochlorure de zinc dense à un hydroxychlorure de zinc qui est poreux et qui est capable de capter énormément d'ions H- quand il précipite. Donc le précipité qui est là maintenant est poreux. On peut rétablir les mouvements d'ions zinc de plus, H+, et les mouvements ici globaux à l'intérieur de la cellule. Et ce changement d'électrolyte se transmet ici, se traduit ici par une polarisation qui est beaucoup plus faible du côté de l'anode de zinc. Et puis ici, vous avez une modification de la polarisation sur la cathode, du côté de la cathode, qui est à peu près équivalente avec l'électrolyte précédent. Alors d'un point de vue application, voilà ce que ça donne. Alors on ne change pas la thermodynamique de la cellule, quel que soit l'électrolyte, l'OCV est le même. Par contre, vous voyez qu'en décharge, vous avez ici la décharge d'une pile NH4Cl et ici vous avez la décharge d'une pile ZnCl2. Donc juste un changement d'électrolyte a permis d'augmenter considérablement le temps de décharge possible, la capacité ou la densité d'énergie du matériau. Okay, donc ça, c'est ce qui s'appelle le type 3 en fait. Alors, autre chose importante, ces précipités sont formés quand on est sous courant. Par contre, dès qu'on relâche le courant, ces précipités peuvent se redissoudre partiellement. Alors, c'est pour ça qu'on a souvent l'impression qu'une pile alcaline ou une pile saline, quand elle est complètement déchargée, il suffit de la laisser au repos un petit peu, puis elle récupère de l'énergie. C'est dû à ça. Les piles salines, pas alcalines, pardon. C'est ce qu'on appelle le rest recovery. Et puis ici, vous avez une démonstration de ça. Vous avez ici une pile ZnCl2 qui est déchargée en continu. Ça, c'est le temps de service. Et puis ici, c'est le temps de décharge ici, si on applique ici le Light Intermittent Flashlight ici. Donc ça, c'est le protocole dont j'ai parlé précédemment. Donc ces précipités sont responsables de la mauvaise capacité de ces piles à décharger du courant en continu, mais une très bonne capacité à récupérer de l'énergie en fait, si on la laisse en repos de temps en temps. Alors sur un diagramme de phase, voilà ce qu'on a fait finalement. On est passé des types, donc un diagramme de phase H2O, ZnCl2, NH4Cl, on est passé des types 1 et 2 ici au type 3 ici, avec essentiellement du chlorure de zinc et un tout petit peu de NH4Cl. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les précipités denses, poreux, certes, existent toujours. On a toujours des problèmes de précipités de composés à base de zinc dans ces cellules. Et pour régler le problème, il a fallu passer aux piles alcalines de type qu'on appelle 4, dont vous avez ici un descriptif, enfin, un petit extrait du brevet qui date des années fin 50, début 60. Et ces électrolytes alcalins ont énormément d'avantages. Donc, les 2-3 diapos qui me restent, ça va être associé à ça. Donc, premièrement, le fait d'utiliser un électrolyte alcalin, ça permet de passiver très fortement le zinc. Le zinc se passive beaucoup plus facilement au milieu alcalin qu'en milieu acide. Ça veut dire qu'on peut utiliser du zinc en poudre. On n'a plus besoin de limiter la corrosion du zinc, puisqu'il est dans un milieu électrolytique où la corrosion se fait beaucoup moins. Donc si le zinc n'a plus nécessité d'être le conteneur, on peut utiliser un conteneur en acier, très fin, donc on gagne du volume également. Et puisqu'il n'y a plus de problème de corrosion du zinc de manière excessive, on peut utiliser une stoichiométrie correcte MnO2 zinc. Donc on augmente considérablement la densité d'énergie de la pile, puisque là on a un système qui est équilibré anode-cathode. Par contre, ça nécessite une modification profonde de la conception de la pile. Ici, vous aviez un conteneur en zinc avec le MnO2 qui était pressé de manière très dense à l'intérieur. Une pile
une pile alcaline, c'est comme ça. Vous avez ici de la poudre de zinc qui est compactée au centre de la cellule, et puis vous avez le MnO2 qui est autour. Donc ça forme, bizarrement, dans ce domaine-là, ça s'appelle la bobine, mais ce n'est pas du tout une bobine, c'est juste un cylindre creux de MnO2 qui accueille la poudre de zinc ici. Et puis comme dans ces piles-là, en fait, on a beaucoup de matériaux, et en fait, on a observé une augmentation de volume extrêmement importante, et ben, on a nécessité d'utiliser des gélifiants pour l'anode et aussi des liants pour la cathode, CMC, SBR, ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'on utilise classiquement pour les électrodes de silicium, par exemple. Alors en termes de performance, eh ben, ce schéma ici, cette cascade de modifications, a eu beaucoup de conséquences. Forte passivation du zinc, ça veut dire qu'on gagne un facteur 2 en autodécharge, ici. On peut utiliser du zinc en poudre, donc de forte puissance, surtout si on associe ces piles à des électrolytes type KOH très concentrés, donc entre 30 et 40% massiques, qui montrent des très très bonnes conductivité ionique. Le conteneur est en acier, il est très fin, on libère du volume, et ça, associé au fait qu'on a beaucoup plus de MnO2, ça fait des capacités qui sont beaucoup plus élevées. Et puis vous avez ici la comparaison entre une pile ZnCl2 alcaline à régime lent et ici ZnCl2 alcaline à régime rapide. Donc dans les deux cas, on gagne. C'est-à-dire que ce sont des piles qui sont bonnes à forte densité de courant ou à très faible densité de courant. Et puis cet électrolyte à 30% en masse de potasse a aussi la caractéristique de rester liquide jusqu'à moins 60 degrés dans les cas extrêmes. Donc un très bas point de fusion, ce qui explique aussi que ces piles alcalines sont très, très efficaces également, permettent de descendre en température de manière assez nette sans perdre trop d'énergie. Et donc, dernière évolution, pas de mercure. Donc ça date de 96. Alors c'est une prise de conscience internationale parce qu'il y a eu beaucoup de très graves accidents sanitaires, en particulier la baie de Minamata au Japon, qui a donné lieu à cette conférence et cette convention. D'ailleurs, il y a 128 pays qui ont signé cette convention pour limiter considérablement l'utilisation du mercure. Alors comment faire quand on ne peut plus mettre de mercure dans du zinc pour le stabiliser vis-à-vis de la réduction de l'eau? Ça a été un problème pendant quelques années, mais les chimistes ont fait en sorte de régler le problème en utilisant des métaux différents. Donc on utilise l'étain, le gallium, l'indium, le bismuth, l'aluminium, parfois encore un tout petit peu le plomb. Donc on change les métaux qui s'allient au zinc. On ajoute de l'oxyde de zinc à l'électrolyte de manière à saturer l'électrolyte en zinc de plus, de manière à pousser la réaction, donc thermodynamiquement à déplacer la réaction pour éviter l'oxydation du zinc métal en zinc de plus. Et puis la chose la plus importante, c'est un gros effort sur la pureté de tous les constituants. Et ça, j'ai déjà insisté il y a quelque temps sur la pureté du lithium et son importance. Cette histoire-là montre aussi l'extrême importance d'avoir des matériaux très purs. Donc le zinc qui est utilisé actuellement ici, c'est 99,999. C'est du zinc extrêmement pur pour éviter toute impureté. Et c'est pareil pour le MnO2, l'électrolyte et l'acier, qui constitue le boîtier maintenant, qui est un élément supplémentaire qui n'existait pas dans les piles salines. Et on est maintenant à ce type de batterie, type alcaline, type 5, sans mercure, avec ses performances ici. Puis là, je vous ai indiqué les constituants principaux. Ça vient de chez Panasonic. Ça. Donc pour conclure, je dirais que c'est un système qui est très riche d'enseignements. Donc là, l'histoire que je vous ai racontée, c'est en accéléré, mais il y a eu beaucoup d'autres étapes intéressantes. Ça a permis d'acquérir extrêmement un très très grand nombre de connaissances, essentiellement dans les années 60-70. Alors si vous regardez la densité d'énergie en fonction du nombre d'années ici, les piles alcalines sont ici, les piles zinc salines sont ici. Donc vous voyez que tous les bénéfices de ces années-là, on a commencé à en tirer bénéfice ici, à le voir dans les systèmes commerciaux à partir du milieu des années 70. Et maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'on peut rendre ce système réversible? Là, je ne parle pas de batterie zinc-ion, je parle vraiment d'insertion de protons et on retire le proton. Alors, ce qui a été identifié comme principaux problèmes, ça a été fait. Il y a eu des commercialisations de piles alcalines rechargeables, mais il faut limiter considérablement la décharge. Il faut faire extrêmement attention à la manière dont on charge. Et ça cycle quelques dizaines, voire quelques centaines de cycles dans le meilleur des cas, mais on n'atteint pas plus que 60 Wh par kilo. Alors les principaux écueils, c'est la réversibilité du zinc, mais je pense qu'avec ce qu'on est en train d'apprendre ou de réapprendre avec le lithium et tout ce qui est en train d'être fait actuellement sur les dendrites, il y a certainement des choses aussi qu'on peut appliquer au zinc.
La cathode change de volume. Donc là, je crois que ce qui a été mesuré, c'est environ 17% de changement de volume. Et sachant que dans une pile comme ça, il y a une centaine de grammes de MnO2, vous comprenez bien que le changement de volume est très important. Et si on fait ce changement de volume de manière répétée, ça a été montré que c'était une des causes principales de la très mauvaise réversibilité de ces systèmes. Donc ça, c'est une chose sur laquelle il faut travailler, mais bloquer les changements de volume, on ne peut pas faire ça. Par contre, limiter les effets des changements de volume, on a également appris à faire ça avec le silicium, par exemple. Donc il y a peut-être aussi des choses à appliquer sur ce domaine-là. Et puis des modifications structurales au niveau de la cathode au cours du cyclage. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à régler. Mais je terminerai en citant cette phrase de Kozawa qui a été écrite au moment de l'histoire du ZnCl2, parce que rajouter du ZnCl2 dans un électrolyte où on veut éviter que précipite un aminochlorure de zinc, ça paraît complètement contradictoire. On rajoute les deux éléments chimiques qui vont permettre de précipiter encore plus. Donc ce que Kozawa essaye d'expliquer ici, c'est que finalement, il ne faut pas non plus penser de manière trop thermodynamiquement logique. Et en fait, parfois, il y a des choses qui marchent parce qu'il y a quelque chose qui se fait à la place de ce qu'on avait imaginé. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique. Et ça a été à l'origine de la technologie au chlorure de zinc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.